terre là? J'étais dans l'Université Montréal, je fait 2 voix, parce que là, ça m'a préparé sur psychopédagogie. Et madame, moi, je me dit, mais est-ce qu'on va prendre une nouvelle là? Et puis, me dit non. Et là, ça, il dit, mon tremblement de terre, c'est pas 2 dégâts que fait, des bails comme ça, etc. Là, ça me prend la rue, je commence à prendre nouvelle et commence à faire appel, plonger dans la radio, dans CPAM, côté nous, toute équipe là, est mobilisée, nous, tout est mobilisé. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, pour prendre ampleur nouvelle là. Parce que, il y a un tremblement de terre, nous sommes habitués, quand vous dites que terre tremblée en Haïti. Mais nous pas de gens connaissent qu'un tremblement de terre est capable de faire autant de dégâts. Et puis c'est au fur et à mesure que nous allons priver, n'a pas prendre que des villes entières qui crasent. Et première inquiétude que tout le monde, c'est comment famille, comment zone la caille frappée. Même j'ai avant, des besoins comment Jacques Mel est frappé. Et fondamentalement, c'est après des moments d'intense inquiétude. Donc, comme je toujours dit, rappelons pour un événement important qui se tape fait dans un moment, c'était des recherches qu'on a fait pour un devoir dans l'Université de Montréal. Et puis, qu'avez-vous ressenti au moment que vous avez annoncé que la liste des morts s'allongeait d'heure en heure? Enfin, comme je le disais, il y a une chose, c'est que plus les nouvelles arrivaient, plus les inquiétudes aussi nous envahissaient. 2 jours après, je n'avais toujours pas de nouvelles de ma famille, par exemple. Et 2 jours après, on allait avoir les premières images, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les communications avaient été interrompues, les vols aussi sur Haïti, et il n'y avait aucune possibilité d'avoir une idée globale de la situation. Dans les prochaines 48 heures, on allait avoir une ampleur plus exacte de la destruction. On allait voir, par exemple, le palais à genoux, la cathédrale, c'est-à-dire des symboles. Le palais national, c'est le symbole d'une espèce d'éternité. On ne pensait jamais voir le palais national à genoux un jour. Et puis, les cadavres qui s'amoncelaient. La cérémonie de Titanien. C'est-à-dire, c'est à la fois des moments de grandes inquiétudes, mais à la fois aussi des moments de résilience où tu te dis, comme par exemple le dimanche après le tremblement de terre, le pays était encore à genoux, les images qu'on avait c'était les gens et les maisons, un pays couvert de poussière, et tu vas avoir une manifestation de dizaines et de centaines de femmes pour saluer la vie. Et à ce moment-là, en pleurs, j'ai dit, je reconnais mon pays, c'est pas un tremblement de terre qui détruira Haïti, c'est pas un tremblement de terre qui nous mettra à genoux. 10 ans après l'événement tragique ça, est-ce que vous avez l'impression que les Haïtiens vivent autrement? Est-ce qu'ils reconstruisent autrement? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été entreprises en ce sens? Moi, je vais te dire, c'est un sentiment d'abord de déception qui m'habite quand je regarde 10 ans après la situation du pays. D'abord, il y a cette communauté internationale qui avait promis à Haïti des milliards pour la reconstruction. Des milliards qui ne sont jamais venus. La zone du palais des ministères est encore à genoux. Le palais national, malgré les promesses qui sont faites, les nouvelles promesses par les autorités locales, le palais n'a toujours pas été reconstruit. Et surtout, c'est la quantité d'argent, les sommes faramineuses qui ont été recueillies au nom de la population haïtienne. Et la population haïtienne n'a jamais vu la couleur de ces argents, de ces collectes de fonds qui ont été réalisées, qui n'ont jamais présenté de bilan réel par rapport à l'utilisation de ces fonds et les retombées pour la population haïtienne. Maintenant, l'autre déception, c'est l'absence de responsabilité de l'État. C'est-à-dire que l'État, d'abord, admette que des gens recommence à vivre dans des zones extrêmement fragiles, mais mieux encore, dans des maisons qui avaient été ciblées comme étant fragilisées. Je vais à Port-au-Prince et je regarde certains buildings qui sont encore marqués comme étant des endroits à démolir, et il y a des gens, des familles qui habitent là-dedans.
c'est sans parler du chaos au niveau de la reconstruction. C'est-à-dire, quand je regarde des bidonvilles comme celui de Jalousie, par exemple, à Pétionville, dans les hauteurs de Pétionville, s'il devait avoir un tremblement de terre aujourd'hui, la catastrophe, je m'excuse, pourrait être beaucoup plus importante. Les retombées, les conséquences pourraient être beaucoup plus importantes qu'il y a 10 ans. Donc, c'est un sentiment à la fois de déception, mais de grandes inquiétudes qui m'habitent 10 ans après le tremblement de terre. J'étais concentrée dans un dossier là que j'écrivais et tout, et j'ai reçu un appel de Réal Barnabé. Réal Barnabé, c'est un des cofondateurs de la Fondation Fabien Nicolas. C'est un ami, c'est un mentor et c'est aussi le vice-président de la Fondation. Et là, il me dit, as-tu vu ce qui s'est passé en Haïti? As-tu des nouvelles de tes parents? Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en Haïti? Il dit, va voir CNN. T'as pas vu les nouvelles? Puis dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qui peut encore bien arriver en Haïti? J'avais aucune idée de quoi j'allais m'exposer. Et là, j'ouvre CNN et là, je vois des nouvelles live non-stop de la plus grande catastrophe naturelle en Haïti. Et qu'avez-vous ressenti au moment où on annonçait la liste des morts s'allongeait d'heure en heure? Ben déjà, le réflexe, c'est d'appeler mes parents, de savoir est-ce qu'ils vont bien, est-ce que ça va bien. C'était le premier réflexe, avant même d'avoir le bilan des morts. Parce qu'au début, il n'y avait pas encore de bilan. Il y avait des nouvelles que voici ce qui s'est passé, voici la réalité. Il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça, ou bien très difficilement en tout cas. Donc, j'ai passé 24 heures à essayer de rester en contact avec mes parents sans succès. Et là, c'est l'angoisse. Et là, c'est la peur. Et là, c'est l'inconnu total. Et puis, j'étais troublée, comme beaucoup de gens d'ailleurs, qui avaient des amis ou des proches ou des collègues qui étaient en Haïti. Et quand finalement, j'ai eu de leurs nouvelles le lendemain matin, ils étaient sur le trottoir. Ils ont passé une nuit dehors, dans la rue. Mais pendant que moi, j'étais triste, pour eux qui n'avaient plus de logis, plus d'endroit où dormir, eh bien, il y avait des gens de ma famille et même des gens que je ne savais pas évidemment parce qu'ils étaient quand même 300 000, eh bien, eux étaient morts. Donc, on a pris ça avec du recul et puis on a mis ça en perspective aussi. Et du coup, ma tristesse s'est amoindrie parce que au moins ils sont vivants. Et malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui ne le sont plus aujourd'hui. Et perspective dans quel sens? Perspective dans le sens que je ne peux pas être triste. Ils sont quand même vivants, mes parents. Ils sont là. C'est juste qu'ils ont tout perdu, mais ils ont quand même la vie. Tandis que j'ai perdu ma grande-tante, j'ai perdu mon grand-oncle, j'ai perdu plein d'amis, j'ai perdu d'autres gens de ma famille et plein de gens de toutes les nationalités ont aussi perdu des gens qui leur étaient proches et chers. Donc, c'est comme ça que tu mets la catastrophe en perspective aussi. Ça veut dire que des gens qui perdent plus passaient auto ou pas qu'à et triste allait finir comme ça ou de penser à moun sa yo qui eux-mêmes ont plus difficulté et misère à vivre avec la mort proche eux-mêmes. 2010-2020, 10 ans après, est-ce que vous pensez que Haïtiens vivent autrement? Est-ce qu'ils reconstruisent autrement aussi? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées en ce sens? Je serais assez prétentieuse de rester de Montréal et puis de faire mon analyse à froid et à distance pour dire voici ce qui se passe en Haïti 10 ans plus tard. Je ne peux que dire les mêmes choses que tout le monde sait, qu'on voit dans les nouvelles ou qu'on voit dans les documentaires ou qu'on voit, qu'on entend des Haïtiens même qui vivent encore là-bas, que les choses n'ont pas beaucoup bougé, qu'il y a beaucoup de choses qui ont régressé, que la corruption bat son plein, que Haïti est encore à se reconstruire et que, bon, on a enterré nos morts, on a enterré nos morts, la vie continue, mais à part ça, je pense que le pays n'est pas encore tout à fait debout, mais je ne ferai pas d'analyse là-dessus, je ne me sens pas qualifiée à faire une analyse parce que je pense que c'est aux gens qui sont dedans de vraiment dire avec leurs propres mots qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment puis comment ils voient l'avancement des choses. Je sais seulement qu'on a besoin de changement parce que avec les difficultés qu'on a vues, les manifestations, les dernières manifestations de 2019 ont été assez révélatrices.
qu'il faut un changement dans ce pays-là. Donc, et je le dis par rapport aux voix, aux diverses voix qui ont été exprimées, qui se sont exprimées pendant ces manifestations-là. J'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir d'Haïti, j'ai beaucoup d'espoir pour à tout plein d'égards, parce qu'on est un peuple résilient, ça on le sait, on est un peuple d'espoir, on est un peuple qui donne toujours une seconde chance, et j'espère qu'un jour le peuple trouvera des gens qui méritent cette chance-là pour soit les gouverner mieux, soit vraiment faire les choses comme il faut. Donc je suis confiante que ce jour va arriver, que le peuple doit continuer à se mettre debout pour ce en quoi il croit, pour qu'on avance ensemble. Et comme je suis une femme de culture, je ne peux qu'espérer qu'un jour qu'on ait vraiment un ministère de la culture en Haïti qui vraiment permet aux artistes haïtiens de s'exprimer, qui donne les moyens aux artistes de s'exprimer, parce que la culture demeure jusqu'à aujourd'hui la seule vraie richesse exportable d'Haïti, et c'est la culture qui nous permet d'être vus à nos propres valeurs, de qui on est vraiment. C'est la seule façon qu'on s'exprime à l'international. Et un peuple sans culture, un peuple qui peut pas, enfin qui a une culture riche mais qui ne peut pas l'exprimer, un peuple où les artisans n'ont pas les moyens de s'exprimer, ben, c'est un grand problème. Alors selon vous, le ministère de la Culture en Haïti qui existe en ce moment, c'est un ministère qui existe sur papier? Moi, je pense que le ministère de la Culture, depuis des décennies, n'a qu'un programme, c'est le carnaval, et un deuxième programme qui est encore le carnaval, et un troisième programme qui est le carnaval. Alors, il faut vraiment qu'on ait un ministère de la culture qui comprenne le fait, l'importance en fait de la culture sur toutes ses facettes. Il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que le carnaval, il y a aussi le cinéma, il y a le théâtre, il y a la littérature, il y a l'humour, il y a le conte, il y a les arts de la scène, les arts visuels, il y a le cinéma, il y a les arts numériques. La culture, c'est tellement vaste. Donc si on brime tout ce côté-là, alors on ne donne pas la parole vraiment à tous nos artisans, et c'est Haïti qui perd. Et c'est Haïti qui perd, et c'est notre image de marque haïtienne qui prend un coup aussi. On était à la maison d'Haïti, c'était le retour après les vacances de Noël, donc on était tous en train de travailler, et puis on a eu un premier appel qui nous a dit, vous savez qu'il y a un tremblement de terre. Et nous, on s'est dit, bon, ben, c'est un tremblement de terre, comme il y a des petites secousses. Bon, on n'a pas pensé que c'était cette amplitude-là, mais on a reçu d'autres appels qui nous disaient, mais c'est énorme, c'est une amplitude incroyable. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à comprendre l'ampleur. Et puis, les gens ont commencé à venir à la maison d'Haïti aussi pour avoir des nouvelles qu'on n'avait pas plus qu'eux. Mais au moins, on était ensemble, voilà. Justement, il y a une question très importante. Qu'avez-vous ressenti au moment où l'on annonçait vraiment la liste des morts s'allongeait d'heure en heure? C'était très triste, parce que dans la liste des morts, il y avait mes amis, donc tout le monde est touché dans cette histoire-là. Donc quand on entend la liste des morts le même jour, le lendemain, le surlendemain, et que ce sont des amis proches et de la famille, bon ben c'est très dur. 2010, 2020, 10 ans après, avez-vous l'impression que les Haïtiens vivent autrement, qu'ils reconstruisent autrement? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été entreprises en ce sens? Bon, il y a toutes sortes d'actions, parce que je pense que les gens effectivement savent maintenant qu'ils ne doivent pas construire d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, la situation du pays fait que quand les gens n'ont pas les moyens de construire antisismique, mais ils vont recommencer à construire comme avant. Donc ça aussi, c'est une situation qui est due à la pauvreté endémique dans le pays. L'autre chose aussi, c'est que quand même il y a de l'espoir, parce que même si vous faites le tour des kiosques qui sont là et des kiosques en arrière, on voit qu'il y a des gens qui vivent en Haïti, qui sont en Haïti, qui s'organisent. Donc il y a quand même des choses qui se font, parce que les gens dans le pays, la société civile ne se laisse pas, tu sais, ils ne baissent pas les bras, ils continuent à se battre. Par exemple, il y a le lait à gogo qui est là, qui travaille avec les fermiers, avec les producteurs de lait. Donc il ne faut pas laisser tomber. Est-ce qu'il y a des réflexions à faire 10 ans après? On est en train d'en faire là, justement. La conférence qui s'en vient, c'est ça. C'est une réflexion sur le bilan de l'aide internationale et comment est-ce qu'on peut s'autodéterminer sans compter tout le temps sur l'aide internationale. Justement, en parlant de bilan, comment cela a été perçu par vous?
moi, je ne suis pas la spécialiste pour faire les bilans. Tout simplement, ce que je vois, c'est que la population ne baisse pas les bras, elle continue à se battre, elle continue à revendiquer. Donc je me dis, bon, mais ça c'est... Voilà, nous ne pouvons pas jamais laguer. Comme événement arrivé en fin de journée, je suis dans le travail. Et comme sont habitués à la fin de chaque journée, nous toujours regarder qui s'est passé dans mon an avant que nous allions prendre la machine dans la caillou. Et c'est moment ça, nous avons alerte tremblement de terre en Haïti. Là, nous avons tremblement de terre en Haïti. Nous connaissons, nous habitués à cyclone, nous habitués à ça, nous ne pas comprendre exactement. Mon camarade, qu'on connaît, Franz Benjamin, moi, monsieur me dit, monsieur, Franz, est-ce qu'on a une télévision devant vous? Parce que je me demandais qu'on a fait. Est-ce qu'on a une télévision devant vous? Je me dis, mais pourquoi ils sont demandés de me une télévision? Je dis, mon cher, on a fait tremblement de terre en Haïti. Et pendant que je parle avant, là, à peu près 30 minutes après, Barack Obama a sorti un communiqué pour te souhaiter condoléances à peuple haïtien et puis pour te dire que la place. Je me dis, ah, si Barack Obama réagit si vite, c'est une catastrophe dans l'autre ampleur. Parce que c'est sûrement pas un tremblement de terre qui est localisé et là, brille d'informations au Bralvini. Et c'est comme ça, nous-mêmes qui habitués à collaborer, nous mettons en marche, un groupe d'amis, nous retrouvons dans le bureau France, nous disons ça nous café pour nous battre un coup de main. Alors, qui soit ressenti, par exemple, il a pas annoncé que la liste des morts s'allongeait d'heure en heure? C'est que au début, il y a le choc devient grand, puis rendu un moment, c'est comme passer de 100 000, 150, 200 000, ça devient une énormité que les milliers de plus, on n'est même plus capable qu'une cas imaginer. Donc c'est vraiment une catastrophe de toute ampleur, surtout que nous pas de gain tremblement de terre dernièrement en Haïti. Donc nous sommes comme liés que réalité de tremblement de terre en Haïti, et c'est un choc pour une catastrophe comme ça. Et là, regardez une image qui était troublante. Pour tout le monde qui est haïtien, le palais national est toujours représenté un bâtiment solide qui domine le pays. Là, on dit que le palais national est écrasé. On dit non, c'est une catastrophe de grande ampleur. 2010 et 2020, 10 ans après, est-ce que vous pensez que le peuple haïtien, l'haïtien en général, vit autrement? Est-ce qu'il y a reconstruit autrement? Est-ce que vous pensez qu'il y a des actions qui ont été menées en ce sens? Bon, je pense que 10 ans après, il faut nous féliciter chaque haïtien qui a des coups de main par moun. Parce que souvent, nous mettons en phase sous aide étrangère là. Mais moi, je suis un Rocaille. Dernière fois, à Rocaille, nous avons dit qu'il y a des gens qui sont pas au prince qui allaient retourner dans le pays. Donc, ça veut dire que tout haïtien a contribué à l'effort pour aider les gens à survivre. Maintenant, 10 ans après, je pense que c'est une occasion manquée parce que nous ne pouvons pas dire que, je dis en 2020, situation extrêmement mieux que ça l'était. C'est sûr que pas des brio, c'est sûr que il y a des gens qui blessés, qui ont soin, mais est-ce que l'événement ça a été marqué en tournant dans le développement Haïti? Je dis, les nouvelles sur Haïti, nous encore avec des nouvelles difficiles, nous encore dans une forme d'instabilité et tout étranger, organisation qui pour mettre nous aider, pas sûr que livrer le résultat de supposé. Et là, ici en général, après le drame, ça, est-ce que vous vivez autrement? Bon, c'est sûr que un drame, chaque joie, chaque peine transforme le monde. Et les gens qui vivent l'événement, je pense que ça a un impact sur eux. Mais je pense qu'il ne faut pas juger la court terme tout. Parce que là, l'évolution de peuple. C'est quand même 10 ans. Oui, c'est 10 ans. Mais l'histoire du peuple, surtout un peuple comme un peuple haïtien, que nous passons en pile de difficultés déjà pour émergence peuple-là, nous passer de l'esclavage à la victoire. 10 ans, ça n'est pas aussi bon que le taillé. Est-ce que nous avons une meilleure posture pour le développement? Pas convaincu, mais est-ce que nous n'avons pas arrivé à la victoire? Oui. Je pense que comme haïtien, nous avons arrivé à battre l'esclavage. Parce que le plus mauvais état c'est l'ordre des esclaves. Vous avez même esclaves par un plus mal que esclaves. Donc nous arrivons à vaincre l'esclavage, nous pensons faire une vaincre gangrène du développement. Faire une vaincre gangrène ça, qui fait que le tremblement de terre en Haïti, il fait 200 000 morts. Le tremblement de terre a fait des morts, mais 200 000 ans, c'est quand même des éléments qui sont supposés
reconstruire différemment, reprendre le développement en main pour nous arriver à faire face à des désastres naturels, mais aussi éviter des désastres humains. Là. Le 12 janvier 2010, exactement à 16h53, j'étais chez moi. Je venais de l'école. J'étais au collège Céline de Bourdon à l'époque. Je venais de chez moi et je mangeais avec ma soeur et ma grand-mère qui était à l'intérieur de la maison. Et on ne savait pas ce qui se passait. Dans ma tête, je me dis peut-être que c'est un grand camion qui passait dehors. Et quand la terre a commencé à trembler, c'est là que ma grand-mère nous a dit que c'est un tremblement de terre. Heureusement, on a eu cette chance-là, la chance de sortir dehors pour voir qu'est-ce qui se passait. Mais en arrivant dehors, je voyais les maisons. Écoute, c'était vraiment une scène apocalyptique en voyant les maisons comme ça effondrées et des gens qui hurlaient, qui criaient. C'était le grand désespoir à Port-au-Prince. Et malheureusement, ma mère n'était pas là. Avec moi. Et plus tard dans la soirée, on a appris que ma mère était sous les décombres à Carrefourfeuille. C'est dans la commune, c'est à Port-au-Prince, ouais, mais c'est presque en centre-ville. Ouais, dans la métropole, ouais, c'est ça, effectivement. Elle était sous les décombres. Et là, c'était quand même, c'était le désespoir. J'ai vécu 3 mois de désespoir à dormir dans la rue, sous les tentes, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans notre maison. Heureusement, la maison n'a pas été fissurée, n'a rien eu, mais quand même, c'était le désespoir et j'ai perdu beaucoup d'amis. Des proches, des gens très proches? Oui, l'ami qui m'a marqué, c'est une collègue de classe. En sortant des cours, je lui ai dit, elle s'appelait Elora, j'ai dit, Elora, on se voit demain. J'ai fait un câlin. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue de ma vie. Et quand j'ai appris que cet ami-là était décédé et qu'on n'a même pas trouvé son corps, même pas pour lui faire un adieu à l'école, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment marqué. Ouais. Personnellement, ma famille, on n'a pas vraiment reçu de l'aide. On s'est en sorti grâce à aux économies que mes parents avaient fait. C'est comme ça qu'on pouvait se remettre debout. Et j'avais aussi ma tante ici au Canada. C'est elle qui nous a fait revenir parce que le gouvernement fédéral avait ouvert un programme pour les Haïtiens. Et c'est elle qui nous soutenait durant cette dure période. Est-ce que vous pensez que les Haïtiens vivent autrement? Est-ce qu'ils reconstruisent autrement 10 ans après ce drame? Pour être sincère, cet été, j'ai été en Haïti et je n'y vois aucun changement. C'est sûr que je n'ai pas été dans les quartiers populaires parce que j'habite à Belleville. C'est sûr que les bourgeois à Belleville, lorsqu'on monte à Kinskov et autres, on voit que les maisons sont différentes. Mais si on descend dans les bidonvilles, c'est toujours pareil. Il n'y a aucun changement. Et les gens c'est toujours la misère. Et je me dis parfois, s'il y a un autre tremblement de terre en Haïti, demain, on ne le souhaite pas, on va encore perdre beaucoup de personnes parce que les choses ne sont pas changées. Donc, selon vous, est-ce qu'il y a des actions qui ont été entreprises? Non, vous ne l'avez pas remarqué, s'il y en avait. Pour être sincère, je n'ai rien vu. Au niveau de politique publique en Haïti pour la reconstruction du pays, il n'y a rien. Si quelqu'un va en Haïti après 10 ans, c'est le désespoir, encore c'est des manifestations dans les rues, les Haïtiens manifestent parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas, c'est le chômage, il y en a qui n'ont pas de maison, alors les choses ne sont pas changées, même l'aide internationale, tu te demandes, mais c'est quelle aide internationale? Parce que le pays est encore dans la même, on dirait encore pire qu'avant 2010, parce qu'en 2010, j'étais en Haïti, puis c'était pas comme ça. Mes parents travaillaient, l'insécurité, il n'y avait pas d'insécurité, mais depuis le tremblement de terre, on dirait que le phénomène s'est intensifié dans le pays. Donc vous êtes dans la réflexion pour ce 12 janvier 2010 Oui. Quel genre de réflexion? En tant que jeune haïtienne, ici dans la communauté, ici au Québec, moi ce que j'aimerais un jour, c'est que les jeunes comme moi, qu'on décide dans une action collective de voir comment on peut rebâtir notre pays. Sans
tenir en compte les anciens présidents, les anciens ministres ou députés, mais voir comment nous, qu'est-ce qu'on peut apporter 10 ans plus tard à ce pays-là.